Consommation de stupéfiants entre ampleur du phénomène, conséquences sur la santé. Quelle solution face à ce poison silencieux qui s'infiltre dans les veines de la jeunesse gabonaise? C'est le dossier de la rédaction. Appropriation des biens publics. De nombreux anciens responsables conservent leurs véhicules après avoir quitté leur poste. Simple oubli ou détournement de biens publics qui ne dit pas son nom. Que comprendre de cette pratique qui coûte des milliards à l'État? La réponse dans ce journal. Bonjour et merci de nous rejoindre sur Gabon Première. Bienvenue aux 13h du 11 février 2026. La 43e réunion du comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement de l'Agence de développement de l'Union africaine s'est tenue par visioconférence. La rencontre a vu la participation de plusieurs dirigeants africains. Une session marquée par l'intervention du président de la République gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema, ce qui témoigne de l'engagement constant du Gabon en faveur du développement du continent africain. Le compte-rendu de Bienvenue Minko, communication présidentielle. Autour de la table de cette session virtuelle, plusieurs dirigeants africains. Les travaux de cette 43e session ont porté sur l'examen des orientations stratégiques de l'AEDA-NEPAD, bras opérationnel de l'Union africaine en matière de développement, ainsi que sur l'accélération de la mise en œuvre des priorités de l'agenda 2063 pour une Afrique intégrée, prospère et pacifique. Ici, les chefs d'État et de gouvernement ont souligné la nécessité de renforcer la transformation structurelle des économies africaines à travers le développement des infrastructures régionales intégrées, la promotion de l'industrialisation et de la transformation locale des ressources et la mobilisation de financements innovants et durables. L'agenda 2063 incarne la vision d'une Afrique pacifique, intégrée et prospère, fondée sur la croissance inclusive et durable. Le Gabon y adhère pleinement et considère ce cadre stratégique comme essentiel pour transformer les immenses potentialités du continent en opportunités concrètes de développement et de bien-être pour nos populations. Dans son intervention, le président de la République a rappelé la vision du Gabon en matière de développement, axée sur la diversification économique, la valorisation durable des ressources naturelles, le renforcement du capital humain et la justice sociale. Le président Brice Clotaire Oligui Nguema a également souligné l'importance pour les États africains d'aligner leur politique nationale sur des instruments continentaux afin d'optimiser l'impact des projets structurants. La participation du Gabon à cette session s'inscrit dans une dynamique visant à tirer pleinement parti des mécanismes de l'AEDA-NEPAD pour accompagner les réformes et investissements engagés au niveau national dans les secteurs des infrastructures, de l'énergie, de l'industrialisation et de la transition écologique. Fidèle à sa tradition de responsabilité, de dialogue et de solidarité africaine, mon pays réaffirme son engagement à œuvrer aux côtés des partenaires à la construction d'une Afrique forte, intégrée et résiliente, capable de répondre aux aspirations légitimes de ses peuples à un avenir prospère, stable et durable. Durant cette 43e réunion, au cours de laquelle le chef de l'État angolais a été porté à la présidence de l'organisation, le Gabon a réaffirmé son attachement aux idéaux panafricains, mais aussi sa volonté de contribuer activement à la construction d'une Afrique souveraine et tournée vers l'avenir. Une étape importante dans la consolidation de la coopération entre États membres au service d'un développement durable et équitable du continent africain. Restons à la présidence de la République où Brice Clotaire Oligui Nguema s'est entretenu avec un émissaire du président gambien Adama Barrow. Le diplomate était remettre au chef de l'État les conclusions et recommandations du dernier forum des chefs d'entreprise pour la garantie de l'émergence économique en Afrique, lequel s'est tenu les 18 et 20
décembre 2025 aux Émirats arabes unis. Le point avec Oumou Ouermi, communication présidentielle. Le diplomate gambien porteur d'une double casquette a d'abord fait valoir son statut d'ambassadeur itinérant, puis celui de président du Forum des chefs d'entreprise pour la garantie de l'émergence économique en Afrique, en qualité duquel il est venu remettre personnellement au chef de l'État Brice Clotaire Oligui Nguema les conclusions et recommandations issues de la rencontre du FOGECA à Dubaï, où le Gabon figurait parmi les pays invités d'honneur. Je suis venu remettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République du Gabon, les conclusions et recommandations issues du Forum des investisseurs africains à Dubaï, lequel forum a eu lieu les 18 et 20 décembre dernier, et le Gabon était pays invité d'honneur à côté d'autres pays africains. Nous en avions discuté avec le président Adama Barrow et il nous avait recommandé de venir remettre officiellement les conclusions et recommandations du forum à M. le Président de la République pour le rôle qu'il joue dans le cadre de l'intégration économique en Afrique, mais aussi pour l'espoir qu'il suscite à la fois pour le peuple gabonais, mais également et surtout pour nous, Africains, nous du secteur privé africain. Événement durant lequel le président Brice Clotaire Oligui Nguema s'est vu décerner aux côtés de deux de ses pairs un prix spécial de l'espoir et de l'engagement pour sa vision panafricaniste et son dévouement au service de la redynamisation de l'économie africaine et de la valorisation de ses compétences. Prix qui lui sera spécialement remis durant les travaux du sommet de l'Union africaine le 14 février prochain à Addis Abeba. Donc en Afrique, le comité exécutif du FOGECA a porté son choix sur 3 chefs d'État africains, dont le président gabonais, qui recevra le prix de l'espoir et de l'engagement. Nous y reviendrons quand on parle de l'espoir. Vous savez vous-même du Gabon, quel espoir vous suscitez pour ce président de la République. Nous, Africains également, vous savez l'espoir que nous avons pour son Excellence, Monsieur le Président de la République. Quand je parle d'engagement, l'engagement, il est à la fois national, mais il est également africain. Nous avons vu le président de la République dans toutes les conférences internationales, le rôle qu'il joue. En si peu de temps, vous voyez, il incarne aujourd'hui ce que beaucoup de panafricains chefs d'État ont incarné dans le passé. L'échange très convivial entre le chef de l'État et son hôte s'est achevé sous de bons auspices. Les festivités marquant la célébration du 30 août, fête de la libération, auront lieu cette année dans la province de Logoi-Vindo, après la Nyanga l'an dernier. C'est donc pour faire le point sur l'organisation de cet événement, entre autres, que le chef de l'État Brice Clotaire Oligui Nguema a accordé une audience à la présidente du Sénat, Huguette Nyama Ekum, la communication présidentielle. Le 30 août 2023, journée mémorable qui restera à jamais dans l'esprit des Gabonais et réécrit l'histoire de notre beau pays. Les festivités consacrées à la célébration de cette date historique, rendues rotatives par les plus hautes autorités du pays, consacrent à cet événement un caractère républicain national. C'est pourquoi, en prélude à cet événement à venir qui se déroulera dans la province de Logoi-Vindo, le chef de l'État a accordé une audience au président du Sénat. Cette année, les manifestations liées à la célébration de la journée du 30 août se célébreront à Makoko, dans la province de Logoi-Vindo. Donc il était important qu'on fasse un point d'étape avec la première autorité sur l'organisation même, mais également sur les investissements réalisés dans l'intervalle justement du 30 août. Donc avec le chef de l'État, on a fait une revue de tous les projets qui ont été identifiés et pour lesquels justement des actions doivent être menées dans les jours et les semaines à venir. La célébration tournante de la Journée nationale de la libération est l'occasion pour l'exécutif gabonais de procéder à l'inauguration d'infrastructures modernes participant ainsi au développement et à la modernité de nos localités. La province de Logoi-Vindo ne compte pas déroger à la règle. On a par exemple la construction d'un bâtiment administratif. Comme vous le savez, celui qui accueille les différents services provinciaux aujourd'hui est vieillissant. Il paraissait important de pouvoir construire un nouvel édifice. L'espace est déjà identifié. Les actions à mener dans les prochains jours portent également sur la réhabilitation d'un certain nombre d'infrastructures. Et il y a la construction également des marchés au niveau de la ville de Makoko, parce que cette infrastructure fait défaut actuellement. Il y a également la réalisation d'un certain nombre d'infrastructures au niveau des départements, parce
parce que tout ne sera pas concentré sur la ville de Makoko, mais également dans les différents départements. Donc c'est tout cet arsenal-là qui a été présenté à la première autorité avec des orientations et partons de là entièrement satisfaits. L'intervention audacieuse du 30 août 2023 a bouleversé l'ordre établi jusqu'alors marqué par des conflits, des injustices sociales et des pratiques de corruption profondément enracinées, inaugurant ainsi une ère d'optimisme et de détermination résolue. Sous la direction du général Brice Clotaire Oligingema et le soutien indéfectible du Comité pour la transition et la restauration des institutions, s'ouvre une nouvelle ère, réponse nécessaire aux divers défis auxquels le pays était confronté. À l'Assemblée nationale, le président de l'institution, Michel Régis Onanga Ndiaye, a reçu le bâtonnier Raymond Obam Sima et les membres du Conseil de l'Ordre des avocats du Gabon, une audience marquée par un plaidoyer en faveur d'une meilleure implication du barreau dans l'élaboration des lois. Le compte-rendu est de Jean-Rodrigue Bindou et Tim Boulengue. Au lendemain du renouvellement de ces instances, le barreau du Gabon a été reçu ce matin par le président de l'Assemblée nationale, Michel Régis Onanga Ndiaye, qu'entouraient certains membres du bureau. Une démarche conforme aux usages républicains destinée à présenter les nouveaux dirigeants de l'ordre aux institutions de la République. Nous avons profité d'abord de présenter les nouveaux membres du bureau du Conseil de l'ordre, mais également échanger avec lui sur quelques préoccupations qui concernent le pays en général et le fonctionnement de la justice en particulier. Au-delà du protocole, les échanges ont porté sur des préoccupations majeures liées au fonctionnement de la justice gabonaise. Le bâtonnier a rappelé le rôle républicain du barreau, bien au-delà de la seule défense des justiciables devant les juridictions. Le barreau national est aussi un expert, un consultant sur lequel il peut s'appuyer efficacement pour tout ce qui concerne la législation, les adoptions des lois. À l'approche de la 5e République, le barreau plaide pour un changement de méthode, d'objectif, éviter l'adoption de textes inadaptés et les révisions successives, synonymes selon lui d'échec législatif. Pour le président Michel Régis Onanga Ndiaye, la représentation nationale reste ouverte à toutes les expertises utiles. L'Assemblée nationale entend travailler avec l'ensemble des acteurs de la justice afin de doter notre pays de lois solides, cohérentes et adaptées aux réalités de la 5e République. Le vice-président du gouvernement, Herman Imongo, a dirigé hier les travaux du Conseil interministériel, réunion au cours de laquelle il a été question d'évaluer et d'ajuster les priorités de la feuille de route des 100 jours récemment remise au chef de l'État, un exercice de coordination et de redevabilité au cœur de l'action publique, le compte-rendu. Ce conseil interministériel était consacré à l'examen des priorités de la feuille de route des 100 jours, récemment remise au président de la République. Dans un esprit de transparence et de redevabilité, cet exercice vise à renforcer la coordination gouvernementale et à accélérer la mise en œuvre des projets prioritaires. Cet exercice de communication publique participe d'une pédagogie à laquelle nous devons tous nous soumettre au nom du devoir de redevabilité du gouvernement à l'endroit des Gabonaises et des Gabonais. Cet exercice consacre un engagement désormais irréversible de l'ensemble du gouvernement. C'est pourquoi je vous invite à associer vos collaborateurs en charge des questions contenues dans vos feuilles de route à ce processus d'explication des projets prioritaires que vous portez jusque dans leur dernier ressort. Les secteurs de l'eau, de l'énergie, du logement, de l'éducation nationale, de l'agriculture, de l'élevage, des travaux publics, de l'entrepreneuriat, de l'employabilité des jeunes, de l'économie, avec la taxe forfaitaire d'habitation et la centrale d'achat du Gabon notamment, et du numérique pour ne citer que ceux-là, sans omettre les autres, appellent une attention particulièrement soutenue. Eau, énergie, logement, éducation, économie, numérique ou souveraineté alimentaire figurent parmi les secteurs stratégiques examinés. Nous entrons dans une phase décisive des 100 premiers jours de l'action gouvernementale. Celle-ci engage notre crédibilité devant le président de la République et au-delà, devant les Gabonaises et les Gabonais. Les résultats attendus ne sont ni abstraits ni différés. Ils doivent être concrets, mesurables et perceptibles. La responsabilité de la réalisation de ces engagements à l'échéance indiquée est collective et pleinement assumée. Elle engage chaque membre du gouvernement tout autant que la cohérence et la crédibilité de l'action gouvernementale dans son ensemble. Les résultats attendus doivent être concrets,
mesurable et immédiat, engageant la responsabilité collective de l'ensemble du gouvernement au service des Gabonais. Cela fait 15 ans que le chemin de fer transgabonais n'a plus connu d'audit. Sachez qu'une action a été diligentée pour mieux connaître son état actuel. Hier, le cabinet commis à la tâche a présenté à l'autorité de régulation des transports ferroviaires le rapport à mi-parcours de l'étape de l'audit. Les détails avec Arnaud Mbabokoum et Pierre Claverella. Épine dorsale de l'économie gabonaise, tant pour le transport des richesses minières que pour la mobilité des citoyens, le transgabonais demeure un actif stratégique national. Mais face aux défis croissants et aux incidents récurrents enregistrés ces dernières années, la réalisation d'un audit approfondi s'est imposée comme une nécessité impérieuse. Il constitue un outil stratégique de suivi et d'évaluation, indispensable pour apprécier les progrès accomplis, identifier les insuffisances persistantes et orienter de façon éclairée les actions collectives à entreprendre. Après 3 mois de travaux, le cabinet international commis à cette mission est venu présenter aux gendarmes du rail le rapport d'étape de l'audit quinquennal du transgabonais. L'évaluation porte notamment sur les volets juridiques, financiers, économiques, ainsi que sur la géométrie de la voie ferrée. Ça se passe très bien. Nous avons un concessionnaire qui collabore pleinement avec les équipes. Et nous avons aussi un organisme de régulation donc, qui collabore pleinement avec nos équipes sur le terrain. Pour le directeur technique de l'ARTEF, le moment est particulièrement opportun pour procéder à une évaluation rigoureuse de l'état de la ligne ferroviaire nationale afin d'anticiper les risques et d'améliorer durablement les performances du réseau. Il était important pour l'État gabonais de savoir comment son chemin de fer qu'il a concédé à la société Cetrag se porte. Après 15 années sans audit de cette envergure, le rapport met en lumière les premiers constats structurants. Les recommandations qui en découleront seront, selon le secrétaire exécutif de l'ARTF, appliquées avec rigueur et de manière méthodique dans un cadre inattaquable. Restons dans le domaine du transport, mais terrestre cette fois-ci. Si vous êtes à Libreville, vous avez certainement constaté qu'au centre-ville, de nouvelles lignes blanches apparaissent progressivement au sol. Il s'agit du traçage des parkings. Cette initiative devrait permettre de résoudre le problème de stationnement anarchique observé dans la cité. Les automobilistes rencontrés par Marlène Bina et Richard Mobiwa accueillent cette innovation de diverses manières. Suivez. Des lignes blanches désormais visibles, des emplacements bien délimités, le visage du centre-ville est en pleine transformation. Avec le traçage des parkings, les autorités entendent mettre fin au stationnement anarchique, fluidifier la circulation et améliorer la sécurité des usagers. Pour certains automobilistes, cette nouveauté change les habitudes. Pour créer des parkings, il faut casser. Tout est occupé là, tout est aménagé. On a mis ça la semaine passée. On a fait une réunion. Ils ont pris les noms, les prénoms, les numéros. Et on doit passer aussi une formation. Voilà. Et on a vraiment besoin de ça. D'autres, en revanche, peinent encore à s'adapter. Dans nos mains, on ne veut pas mettre les parkings là, plus de ces 2 voies. Ça monte et ça descend. On ne veut pas mettre les parkings de l'autre côté là, parce que ça nous empêche de circuler normalement. Pour moi ici, en termes de parking, c'est pas vraiment, en fait, c'est pas une bonne idée. La meilleure des idées pour moi serait que le parking du Cristal là-bas soit réaménagé. Au-delà des réactions, ce projet s'inscrit dans une dynamique plus large de modernisation du centre-ville. La réglementation du stationnement vise à instaurer une meilleure discipline urbaine et à encourager un usage plus responsable de l'espace public. Une phase d'adaptation est donc en cours. Les autorités misent sur la compréhension de tous pour faire de ce nouveau dispositif un levier d'amélioration durable du cadre de vie en centre-ville. Et justement, ces parkings peuvent-ils régler par la même occasion le problème d'embouteillage dont se plaignent au quotidien les usagers de la route? C'est ce qu'ont tenté de vérifier nos reporters Doris Cruz-Nkulu et Richard Mobiwa. Ils ont parcouru les artères de la ville. Suivez. Impossible de rouler à plus de 5 km à l'heure au centre-ville, en raison des embouteillages qui empiètent sur la fluidité de la circulation. Ainsi,
Pour se rendre d'un point à l'autre, les usagers doivent s'armer de patience. Très compliqué en ce moment. Partout où on trouve les chauffards, surtout au rond-point là-bas, c'est compliqué là-bas. Surtout en soirée à partir de 18h là. Il y a trop de bouchons et puis surtout quand c'est l'heure de pointe, c'est vraiment difficile. Donc il faut quitter d'ici par exemple pour aller au Carrefour Lomba, vous avez pratiquement 2 heures de temps en route. Parfois les gens dorment même dans les voitures et puis se réveillent qu'ils sont déjà arrivés à cause des embouteillages. Selon certains automobilistes, le stationnement anarchique des véhicules serait l'une des principales causes. S'il y a un problème de circulation, même vous voyez, regardez un peu vous-même. Ça garde des ordres, effectivement, que s'il y a des bornes, vraiment ça va respecter les distanciations. Avec la fluidité des véhicules, avec ces parkings, et derrière on n'a pas créé quelque chose de nouveau, ça ne va pas changer quoi que ce soit. Merci. Donc il faudra en fait créer quelque chose de nouveau et qui sorte justement de cet espace-là. Parmi les pistes de solutions envisagées par les hautes autorités, le traçage des voies, la mise en place d'une signalisation verticale et horizontale adaptée, ainsi que l'aménagement de parkings dédiés. Évoquons un autre phénomène qui lui touche à la fois l'éthique publique et la gestion des biens de l'État, alors que l'État donc prône la réduction du train de vie des institutions, une faille persiste, la restitution des véhicules de fonction. Si la loi est claire sur la cessation des avantages liés au poste, eh bien la réalité du terrain dépeint un parc automobile évaporé entre les mains d'anciens cadres. Pourquoi les procédures de récupération échouent-elles si souvent ? État de lieu d'une résistance qui fragilise les finances publiques. C'est un reportage signé Andy Tungi et Tito Mohamed. Ils sont fonctionnaires, souvent admis à faire valoir leur droit à la retraite, et d'autres encore en fonction qui s'accaparent des biens de l'État, particulièrement des véhicules, bien que certaines voitures, après 5 ans d'utilisation, peuvent être reformées. Cette privatisation illégale des ressources communes est passible de poursuites judiciaires. Écoutez, ce qui est prévu par la loi lorsqu'on s'accapare d'un bien de l'État, c'est, nous le savons tous, c'est un détournement de biens publics. C'est prévu par le code pénal. Voilà, un détournement de biens publics est sanctionné et géré par le code pénal. La Direction générale du patrimoine de l'État s'érige en pédagogue pour faire savoir la différence qui existe entre le véhicule de fonction, de service, d'escorte et de liaison. Le parc automobile de l'État, c'est l'ensemble des véhicules motorisés appartenant à l'État. Un véhicule de fonction est mis à disposition par l'État à un commis de l'État et ce véhicule lui est mis à disposition suivant les fonctions qu'il occupe. Donc le véhicule est lié à la fonction. Le véhicule d'escorte, c'est un véhicule à usage de sécurité qui sert à escorter une haute personnalité. Le véhicule de liaison, c'est un véhicule affecté à un service particulier de l'État, plusieurs agents de l'État. Le véhicule de service, c'est un véhicule qui est affecté à un agent nommé par décret, dont le service nécessite l'utilisation d'un véhicule de l'État. Sous l'ère de la Ve République, une invite est faite à tous les hauts cadres de l'administration publique de faire preuve de bon sens après avoir occupé des fonctions nominatives. L'on sait du moins qu'au Gabon, le fonctionnaire lambda peine à se rendre à son lieu de travail. Et donc, la réduction du prix d'achat des véhicules d'État pourrait rééquilibrer ce déficit. L'œil de la Direction générale du patrimoine de l'État est désormais très ouvert et prêt à faire l'inventaire de chaque objet public. Et à côté des moyens roulants, il y a également des logements publics, eux aussi pris en otage par certains agents de l'État. Un cas précis, les immeubles situés aux 3 quartiers construits dans les années 90, eh bien, les bâtiments sont en phase de démolition pour la construction de nouvelles habitations. Voyons cela avec Nathalie Oquet et Richard Mobiwa. Nous voici aux 3 quartiers, autrefois quartiers résidentiels et UP, construits dans les années 90. Aujourd'hui, c'est un visage désolant que nous découvrons. Immeubles défraîchis, vétustes, absence de commodité, repères de bandits. Site désormais en phase de démolition par l'État. En effet, à la Direction générale du patrimoine, une vaste réforme sur la gouvernance immobilière est lancée. Ces lieux représentaient un danger pour les habitants. Donc il s'agira pour l'État de détruire naturellement cette cité afin
de pouvoir bâtir une meilleure cité pour les fonctionnaires gabonais. L'innovation impulsée par les hautes autorités prévoit un inventaire de logements sociaux sur le territoire et hors du pays. Cet inventaire vise justement à connaître déjà la quantité des biens de l'État, les biens qui sont spoliés et les biens qui sont toujours sous le contrôle de l'État, afin de pouvoir prendre des décisions. Dans cette réforme en cours, la gestion rigoureuse des biens de l'État est de mise. Lorsqu'un logement de l'État est affecté à un fonctionnaire en activité, sa prime de logement est suspendue pendant la période d'occupation de ce logement. Depuis l'arrivée au pouvoir du président de la République, des contrôles stricts sont menés pour éviter des fonctionnaires qui occupent des logements de l'État et dont les primes de logement ne sont pas suspendues. J'ai reçu des instructions fermes. Selon la feuille de route du gouvernement, plus question de s'ériger en propriétaire d'un logement social. Des sanctions sont prévues par la loi en vigueur en République gabonaise. L'État reste déterminé à assainir ce secteur grâce au déploiement d'agents assermentés sur le territoire. Ce fait divers à présent, une compatriote de 43 ans récemment interpellée par les agents de l'antenne de l'Ogoué maritime de l'Office central de lutte antidrogue. La présumée coupable en complicité avec son époux de nationalité nigériane est accusée de détention et commercialisation des stupéfiants. Elle a été placée sous mandat de dépôt à la prison centrale de Port-Gentil. La correspondance est de Christelle Tsam. Interpellée par les limiers de l'antenne Ogoué maritime de l'Office central de lutte antidrogue, Rosalie Makanga, épouse Ifemena Arizé alias Ben, a été trouvée par devers elle avec une quantité de 293,61 grammes de stupéfiants de type blanc, dont la valeur marchande après transformation en cailloux est estimée à 11 700 000 francs CFA. En provenance du Nigeria, la drogue dissimulée dans des baffles est acheminée vers Port-Gentil avant d'être récupérée par la mise en cause, qui se charge, sous les orientations de son époux, de la préparation puis de la livraison du produit au client. J'ai eu ça sur les mains de mon mari. Il m'a demandé de travailler sur ça. Qu'à chaque fois, si les clients l'appellent, il me demande de faire et puis aller déposer à la place, parfois dans les carrefours. Par exemple, là, nous sommes au quel carrefour là? Ouais, au genre carrefour PG2 là, au fond là-bas. Je pars au fond là-bas, je dépose et j'indique l'endroit, je dépose et puis je marche vite pour prendre le taxi. Vous ne voyez pas la personne? Je ne vois pas parce qu'il m'a dit qu'il ne veut pas que la personne puisse me voir. Je ne connais pas vraiment comment ça vient. Il m'explique seulement par téléphone. Il me dit seulement je prends le blanc avec l'eau blanc, je mélange. C'est par téléphone qu'il m'explique. Je mélange, il m'explique comment la machine, que si ça a 10, je fais seulement 10, c'est tout. Le caillou est vendu à 10 000 francs CFA et le gramme à 40 000. Présentée devant le procureur de la République, la présumée coupable a été placée sous mandat de dépôt à la prison centrale de Port-Gentil. Si alias Ben est toujours en cavale, son épouse, elle, est poursuivie pour détention et commercialisation des stupéfiants. Et toujours en rapport avec le même sujet, la consommation des drogues prend des proportions inquiétantes au Gabon. Cannabis, médicaments détournés et bien d'autres s'infiltrent dans les veines de la jeunesse. Esmine Kayumba et Jean-Pierre Mouswami nous plongent au cœur d'un phénomène qui menace les fondements même de la société. Suivez. C'est un phénomène qui prend des proportions inquiétantes, la drogue. Elle circule dans les quartiers, les établissements scolaires et tout autre lieu public, comme de la marchandise ordinaire. Et les chiffres sont alarmants. Mais vous le donnez avec exactitude, ce n'est pas possible parce que nous, on n'a pas que la gestion de Libreville. On a aussi la gestion des antennes à l'intérieur du pays. Chaque jour, il y a une brigade qui est mise sur le terrain. Il y a toujours au moins une interpellation. Les jeunes s'y adonnent très tôt, parfois dès l'adolescence, avec des conséquences graves sur la santé et l'avenir scolaire. Dernièrement, on a interpellé plus d'une tonne, 650 kg de cannabis en provenance du Nigeria. Donc ça évoque également la problématique sécuritaire de l'immigration des drogues. Et il y a 3 ans d'arrière, on avait interpellé plus de 4000 médicaments en provenance du Congo, enfouis dans les sacs de manioc. Dans ce marché noir, il existe une diversité de drogues. Mais selon les forces de sécurité, le cannabis occupe la première place. L'un des facteurs qui pourrait justifier la progression de ce fléau, c'est la dépendance.
Plusieurs consommateurs étant devenus addicts aux stupéfiants. L'addiction s'installe progressivement. On commence à consommer des produits psychotropes ou des drogues adolescents. C'est à l'âge adulte qu'on devient addict. Donc les gars sont déjà là. Donc le patient qui vient chez nous, on lui apprend à vivre sans sa drogue. Au-delà des campagnes de sensibilisation, la lutte contre les drogues au Gabon nécessite une réelle mobilisation de tous les acteurs afin de prévenir et freiner ce problème de société. La consommation des drogues n'est plus un simple fait divers, c'est une urgence de santé publique. Derrière l'illusion du plaisir ou de l'évasion, elles détruisent silencieusement la santé de l'avenir des jeunes. Joyce, Lorna Ouangui et Stan Manika se sont intéressés à la question. Le caillou, le mentam, le crack, le mandé, le comprimé ou encore le stick. Derrière ces noms banalisés se cachent des substances fortement consommées par les jeunes aux effets destructeurs sur le corps et surtout sur l'équilibre mental. Il y a une altération au niveau du développement mental du jeune parce que les drogues vont ralentir son processus de développement, donc sa capacité à développer ses capacités cognitives. Il y a un développement mental altéré. La capacité d'attention, le processus de prise de décision, toutes ces facultés-là sont altérées par la consommation du produit. Plus la consommation est précoce, plus le jeune aura des difficultés à maintenir son rythme scolaire et on va assister à un décrochage. Au-delà des troubles du comportement, de la dépendance, la consommation des drogues est nocive pour la santé. Lorsqu'on va parler des types de drogues, vous aurez des drogues qui seront des dépresseurs, donc ils vont entraîner une dépression. Et il y aura également des drogues qui seront excitantes. Pour les drogues dépressives, nous aurons ici des dépressions respiratoires. Et pour les drogues qui seront excitantes, nous aurons des atteintes cardiaques. Il est même arrivé que l'on trouve, après une insuffisance cardiaque, le développement d'une insuffisance rénale. Il y a également l'effet lié au mode de consommation de ces drogues, parce qu'on peut les consommer soit par fumée ou par injection. Et donc, lorsqu'on va les prendre par injection, on peut se faire également des infections qui peuvent arriver, donc infections à l'hépatite C, hépatite B ou encore au VIH. La drogue ne détruit pas seulement la santé, elle vole les rêves, brise les parcours et hypothèque l'avenir des consommateurs de plus en plus jeunes dans notre pays. D'où l'impérieuse nécessité de mener de véritables campagnes et surtout de mettre en place des structures de prise en charge pour une lutte efficace contre le fléau. Évoquons également les causes sociales liées à ce phénomène qui fait tant de mal à la société avec Arnaud Baboukoum et Aristide Imbomo. L'adolescence demeure une période de grande vulnérabilité marquée par des bouleversements physiques, psychologiques et sociaux. Comprendre les raisons qui poussent les jeunes à consommer des drogues reste complexe tant les facteurs en cause sont multiples et souvent imbriqués. Il n'existe pas une explication unique, mais plutôt un ensemble de causes qui se superposent ou se succèdent. Pour certains adolescents, la consommation de substances psychoactives s'inscrit dans une recherche de plaisir ou de détente. Elle intervient fréquemment dans un cadre festif, notamment lors de soirées, où le besoin de se sentir bien avec les autres et de partager des moments conviviaux prend le dessus. D'autres y voient l'opportunité de vivre une expérience différente, de découvrir des sensations nouvelles, plus intenses et de dépasser les émotions ressenties au quotidien. La drogue peut également apparaître comme une réponse à des situations difficiles, face au stress, à l'anxiété, aux problèmes relationnels, au traumatisme du passé ou à un profond mal-être. Certains jeunes considèrent la prise de produits comme un moyen d'échapper à la souffrance ou de mieux gérer leurs émotions. Par ailleurs, le besoin d'appartenance à un groupe joue un rôle déterminant. Chez les adolescents, la quête de reconnaissance sociale est essentielle. L'acceptation par les pairs passe parfois par la consommation de drogue dans une logique de conformisme résumée par l'expression « faire comme tout le monde ». Enfin, la pression sociale liée à la réussite scolaire, professionnelle ou sportive constitue un autre facteur non négligeable. Soucieux d'améliorer leur performance ou d'atténuer les effets du stress, certains jeunes ont recours aux drogues comme stratégie d'adaptation,
bien souvent au détriment de leur santé. En définitive, la consommation de drogue chez les jeunes répond à des motivations diverses. Se détendre, éprouver du plaisir, partager une expérience collective ou encore célébrer une occasion particulière. Autant de réalités qui soulignent la nécessité d'une approche préventive globale, attentive aux déterminants sociaux et psychologiques de ce phénomène. Et face à cette réalité, des actions de prévention et d'accompagnement existent sur le terrain. Découvrons-le avec Ahmad Beni Evaka. Au Gabon, la consommation de drogue ne relève plus d'un phénomène marginal. Elle touche des jeunes de plus en plus tôt, aussi bien dans les quartiers que dans les établissements scolaires. Le cannabis et les médicaments détournés demeurent les substances les plus consommées. Face à ce constat, la prévention s'organise. Associations, éducateurs et agents de santé mènent des actions de sensibilisation en milieu scolaire et communautaire. Au niveau du centre, nous recevons déjà des familles et nous prenons la peine effectivement à travers des formes d'éducation, prévenir. Parce qu'on peut avoir un enfant déjà affecté, mais il serait intéressant que le parent soit aussi informé par rapport à d'autres enfants, par rapport à d'autres personnes. La famille et l'entourage constituent également un maillon essentiel. Le dialogue et l'encadrement permettent de repérer les premiers signes et de limiter l'isolement. Il y a une forte proportion de saisies qui ont été menées par la douane en collaboration avec les forces de police nationales. Ces initiatives-là devraient être ritualisées, non pas seulement au niveau du port, mais qu'elles aussi devra se faire sous nos bas quartiers, parce qu'en réalité, c'est nos bas quartiers qui en souffrent. On invite aussi les gens à venir dénoncer leurs voisins qui s'adonnent à ce type de pratique. Un combat collectif qui engage l'ensemble de la société. Et c'est par ce dossier sur les stupéfiants que se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. N'oubliez pas le journal des provinces à 17h avec Daniel Bouka Nzengue. Excellent après-midi à tous et à demain, 13h. Bonjour et bienvenue sur Gabon Développement, je suis Magali Rodriguez. Comme vous pouvez le constater, les travaux avancent. Nous sommes actuellement sur le site qui abrite la station de péage Tumkoko Beach. Celle-ci permettra de récolter les fonds pour l'entretien de la route. Sur l'axe Tumkoko Beach, la mise en service des stations de péage marque une nouvelle étape dans la modernisation des infrastructures routières. Ces dispositifs s'inscrivent dans une politique visant à assurer un entretien régulier des routes et à garantir leur durabilité. Les recettes issues du péage permettront de financer la maintenance de ce tronçon stratégique essentiel pour la mobilité des populations, le transport des marchandises et le développement économique de la zone. Pour les usagers, ces stations contribuent également à une meilleure organisation du trafic et à la préservation de la qualité de la chaussée. Ce projet traduit la volonté des autorités de doter le pays d'infrastructures routières fiables et pérennes au bénéfice des populations locales et des usagers de cet axe reliant l'intérieur du pays à la commune de Koko Beach. Event by Leti et ses partenaires présentent le Festival de l'amour bantou. Ce samedi 14 février, venez vivre entre amoureux ou entre amis la Saint-Valentin à travers le langage de l'amour bantou à l'hôtel de la Sablière, ex-Maïcha, dès 18h. Au programme, le tapis rouge pour gagner le prix de la plus belle tenue africaine et un voyage vers une destination paradisiaque. Puis profitez d'un cocktail et du dîner spectacle, dîner dansant